Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, un retour d'expérience plutôt sur la migration vers Nomad et Consul, donc version Enterprise, et le tout dans un contexte PCI DSS. Donc tout d'abord, donc je travaille donc chez WeScale. Donc WeScale qui est une ESN donc, spécialisée dans la nouvelle technologie sur le cloud. On est partenaire avec des boîtes fantastiques telles qu'HashiCorp. On prodigue aussi des formations de toutes sortes, donc je vous invite à consulter le site WeScale et la partie training également. D'ailleurs, moi-même, je suis, en plus d'être code builder, formateur chez WeScale, donc notamment sur Kubernetes et Ansible. Et j'avoue, j'aime assez les solutions HashiCorp depuis assez longtemps déjà quand même, quelques années. Si vous voulez d'ailleurs en parler même après de cette présentation, de ce qu'on va discuter ici, enfin justement on pourra continuer la discussion si vous voulez sur LinkedIn ou autre part, si vous cherchez un peu, normalement vous allez me trouver. Mais là tout de suite, ce qui va nous intéresser, on va d'abord juste rappeler c'est quoi déjà PCI DSS. Je vais vous présenter un cas d'usage que j'ai dû rencontrer donc, chez un de mes clients. La migration donc vers les solutions enterprise donc de Consul et Nomad. On est parti du coup des solutions open source. Et une petite conclusion. Donc, PCI DSS. Déjà, donc c'est l'acronyme de Payment Card Industry Data Security Standard. Donc, autrement dit en français, c'est vraiment le standard de sécurité des données. Donc, pour tout ce qui est transfert monétique, ça va être données de carte bleue, etc. Donc là, je vous ai mis la petite définition Wikipédia qui s'apprête plutôt pas mal. Tout ça donc, est régi par le Conseil des normes de sécurité PCI, qui à l'époque a été fondé par les plus grands fournisseurs, donc, tels que sont Visa, Mastercard et autres. D'accord. Ce standard est assez connu comme d'autres, comme le HPA ou des formats ISO aussi. C'est une garantie, on va dire, pour les clients et en tout cas dans le marché, dans l'industrie, pour dire que voilà, on gère les données de manière sécurisée, vous pouvez nous les confier en tout cas en toute confiance. Pardon. Dans le détail, désolé pour le tableau, c'est juste pour vous rappeler que comment la norme, elle est en fait très, très complète. Il y a énormément de choses, mais globalement, tout ça est résumé en 6 objectifs de contrôle principaux, qui sont même découpés en 12 principales familles de conditions. Mais dans chaque partie, vous allez trouver bien sûr énormément de conditions à respecter, qui sont plus ou moins strictes. Mais comme vous pouvez voir ici avec l'aperçu du coup de ce tableau, il y a pas mal de conditions qui vont s'appliquer, on va dire, qui sont assez globales et qui vont se recouper avec d'autres aussi, ou tout simplement des règles de bon sens. Typiquement la séparation des partitions ou le maintien de politique voilà, qui adresse des informations de sécurité pour son personnel, sur la connexion, sur la gestion des ressources, etc. Donc ça reste très complet. Tout ça est disponible d'ailleurs, la version complète en anglais surtout, du coup sur le site officiel. Hein. Je vous partagerai le lien avec plaisir et vous allez voir toutes les conditions en détail. Avant de parler du coup donc architecture, juste un dernier point sur PCI, c'est que c'est une certification qui est obtenue tous les ans, d'accord? Donc tous les ans, vous avez une phase d'audit où là, il y a des auditeurs qui viennent auditer toutes vos plateformes, faire des interviews, on voit tous les responsables de développement, d'architecture, d'infrastructure, pardon, etc. Et au terme de cette phase, en gros, vous avez la recertification qui va que pour un an. Voilà. En tout cas, je l'ai chez mon client, donc, qui est leader dans les services numériques de conciergerie. Du coup, on est accompagné par des QSA du coup, et des personnes qui nous aident tout simplement à gérer toute la politique chemin documentaire sécurité qui nous aide tout simplement à être certifiés. Donc c'est très important d'être accompagné. En tout cas, s'il y en a qui ont envie ou qui ont besoin de se lancer dans cette aventure, n'y allez pas tout seul. Voilà. C'était aussi le message, en tout cas, le retour que je pouvais vous faire passer là-dessus. Maintenant, on va plutôt parler d'architecture et d'architecture, justement avec les solutions HashiCorp que nous avons mises en place, qui nous aident justement notamment à tous les jours pour héberger tous les services et en tout cas nous aident pour la certification. Tout d'abord, juste un petit détail sur comment, à l'origine, on va créer les images. Déjà, on utilise beaucoup Packer, d'accord? Packer, mais pas que. Pour les secrets, désolé, on n'utilise pas Vault.
mais AWS Secret Manager, donc c'est le service managé d'Amazon pour tout ce qui est secret. Dedans, on va y trouver donc tous les clés de sécurité pour les chiffrements, donc notamment le MTLS, parce que tous les connexions entre les instances nomades et consul donc, sont chiffrées du coup grâce au MTLS. On l'a vu d'ailleurs plus tôt dans la matinée avec d'autres orientations. Voilà. On applique tous à peu près, je pense, maintenant, en tout cas, ce mode de fonctionnement. Et on va trouver tout, outre les secrets, les clés, les tokens, etc. Donc vraiment tous les mots de passe, voilà. Tout ce qui est nécessaire, donc tout est chiffré et qui est de la création, de la génération en fait à l'utilisation. Donc où tout est audité aussi, tout est sécurisé. Donc on fait super attention à cela. Quant au cluster plutôt nomade et comment on organise justement l'hébergement de ces 10 ressources, on a en somme suivi, là ici c'est un extrait de tout simplement la documentation de recommandations d'architecture donc, sur le site d'HashiCorp, hein. Notamment sur le lien, vous allez trouver énormément de ressources sur nomade et consul. Nous avons donc un cluster par environnement, un cluster qui est multi-AZ, donc zone de disponibilité sur Amazon pour garantir tout simplement déjà une haute disponibilité et une répartition de charges également sur les applications. Donc on va trouver ce cas typique où nous avons nos 3 serveurs consul, où pour chaque consul nomade, ils ont un leader et d'autres followers. Et pour les nœuds worker, où là où il y aura les applications de déployer, ils ont tous bien sûr aussi un agent consul, bien sûr, pour dialoguer avec ça soit les services DNS, le service Covery, bien sûr, et les KV. Parce que toutes nos applications donc, déployées au sein du cluster nomade, on utilise énormément du coup les KV consul pour la configuration dynamique notamment et pour le rendu des templates aussi via consul template pour les applications que nous déployons. Dans le détail, du coup, je refais une aparté sur le PCI DSS. Outre les aspects donc, vraiment sécuritaires, au dispo, etc., de la mise en place, conception d'architecture du cluster, il faut surtout prendre garde à bien découper son réseau. Alors, bien sûr, c'est un peu plus complexe, évidemment, que la normale, mais dans le sens où là, je vous ai montré un exemple. C'est un peu simplifié, bien sûr, il y a encore plus sous réseau privé que ça, mais globalement, c'est juste pour bien comprendre qu'au fait, chaque composant, en fait, on n'a pas que cluster, parce que quand on commence par le haut, on voit on a donc un subnet Bastion, Edge, où on va trouver notre première couche, enfin, ou deuxième plutôt, parce qu'on a le WAF aussi AWS, mais qui est avant en frontal, notre deuxième couche de proxy et nos DLP, donc pour Data Loss Protection, qui est donc un utilitaire pour tout simplement contrôler, entre autres, analyser toutes les requêtes, s'il n'y a pas des numéros de carte bleue qui transitent, etc. Enfin, toutes sortes de règles de sécurité également, en entrée et en sortie. Nous avons en vert tous les sous-réseaux privés de Nomad et Consul où chacun, par rôle, en fait, ils sont séparés. C'est-à-dire que vous allez trouver un sous-réseau privé pour les Nomasters et chaque sous-réseau différent, justement, par AZ. Donc, on est sur les 3 AZ de chaque région. Et en plus, pareil, on a découpé les nœuds worker par un découpage logique. Et par exemple, je vous ai mis 2 en exemple. Il y a front-back pour les applications type front-end et back-end. Hein, voilà. Ça ne s'invente pas. Et globalement, les nœuds ont chacun leur sous-réseau. Donc des réseaux voilà, découpés vraiment au plus proche. Et après, ça nous permet comme ça de justifier chaque réseau pour tout simplement lors des périodes d'assessment, donc de recertification auprès de l'auditeur PCI. On va juste tout simplement identifier quels sous-réseaux sont les plus à même du coup à contenir tout simplement, même en transit, des numéros carte bleue, parce que ça peut être au niveau des données, mais au niveau de la transition donc de tous les sous-réseaux, l'interconnexion aussi avec les composants externes. Donc, c'est très important déjà au niveau du cluster de bien découper vos sous-réseaux. Je précise aussi qu'il y a entre chaque sous-réseau, bien sûr, donc des security groups, donc les fameux pare-feux sur AWS, et des NACL aussi, donc des networks ACL. Tout ça donc garantit justement qu'on a un contrôle au final plus fin et total des communications entre chaque composant à l'intérieur du cluster, mais aussi à l'extérieur du cluster. Très important pour le coup. Petit rappel sur quand même le partage de responsabilités. Alors ça prévaut globalement partout, mais il est encore plus vrai, on a aussi un peu cette notion-là dans certaines règles PCI. Mais globalement, le modèle de responsabilité d'AWS, ici que je présente justement ici,
fait sens, tout simplement parce qu'AWS, effectivement, va vous fournir des services. Donc, on a le cas des services managés où là, ils vous fournissent des services, mais vous êtes responsable de l'utilisation que vous faites de ce service. Et dans le cas, donc là, Nomad, on l'a déployé sur des instances EC2. Donc, effectivement, AWS est responsable du côté matériel, de l'hyperviseur, etc. Il va nous fournir, voilà, il va nous mettre à disposition des ressources pour que nous, clients, on puisse exécuter effectivement des instances, qu'on puisse stocker des données avec des volumes de BS, S3, que sais-je, des bases de données et gérer le réseau. Mais après, une fois que les ressources matérielles sont en place, c'est vraiment à nous, en tant que clients, qui sommes entièrement responsables de ce qu'on y met dessus, de l'utilisation qu'on en fait, etc., etc. Donc ça va jusqu'aux données vraiment du client, derrière, de vos clients du coup. Donc là, voilà. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, mais ça fait sens avec aussi des règles PCI. On a vraiment voilà, ce partage aussi de responsabilité et on identifie vraiment de manière très précise, très fine, qui est responsable de quoi et comment on va gérer justement cette gouvernance. Un bref entrevue sur l'observabilité. Alors désolé pour le schéma, et encore, j'essaie de le simplifier au max, je ne vous ai pas tout dit. Mais globalement, à gauche, vous pouvez voir donc, tout ce qui est déployé à l'intérieur du cluster, donc sur Nomad, où on a tout simplement déjà des exporteurs, mais surtout on a activé donc, l'API Nomad est capable d'exposer pardon, des métriques au format Prometheus. Prometheus qui est lui-même déployé du coup dans le conteneur avec Thanos, je précise, qui n'est pas précisé ici, mais du coup qui va aller scraper les métriques de l'API Nomad, de l'API Consul et de chaque application qui est capable elle-même du coup d'exposer leurs propres métriques. Tout ça après, bon, voilà, pour générer nos propres KPI. Pour les logs, on a tout simplement le driver Docker qui se transmet directement à CloudWatch. Derrière, bien sûr, on a les dashboards, les alarmes, pardon, les règles de sécurité, etc., etc., qui peuvent nous transmettre aussi des alertes directement et traiter ces alertes via des fonctions lambda. Et pour tout ce qui est métrique collectée via Prometheus, donc on peut les envoyer via Alert Manager. Tout ça, donc là, c'est typiquement l'organisation de chaque compte, parce que oui, je ne l'ai pas précisé aussi, mais on a une organisation multi-compte AWS du coup, qui est chapeautée du coup, notamment via Tower, etc. Et dans le compte commun, on va dire, de service, nous avons tous les composants qui vont nous permettre les interactions avec d'autres, avec tous les comptes et tous les environnements, notamment GitLab, qui est une des pierres angulaires, on va le voir juste après aussi, de notre CI/CD et bien sûr de notre gestion de code source. Et il gère aussi, il reçoit via les webhooks toutes les alertes. Et en fonction de la criticité, en fait, il fait office d'aiguilleur pour transmettre à PagerDuty, notamment pour les astreintes aussi, et tout le reste non critique est catégorisé également via Outlook, donc pour les courriels, et Teams pour les messages, donc lorsqu'on utilise la solution Office 365. Pour la visualisation des données, donc des métriques, j'utilise Grafana. Grafana, donc un service managé AWS. Pour le coup, on n'a pas choisi de déployer la solution déployée dans le cluster. Et l'avantage, c'est que du coup, on a un Grafana assez rapidement et simplement du coup, à disposition, d'où on peut mettre, il se lie nativement avec tous les services AWS, mais on peut bien sûr ajouter notre propre data source, qui vont être notamment les Prometheus, qui vont être sur les clusters nomades. Et en dernier lieu, nous avons Wazoo, qui nous sert notamment d'analyse de sécurité, où il y a des agents Wazoo installés sur tous les nœuds du cluster, qui vont bien sûr nous remonter toutes les alertes avec ODD notamment, mais pas que. On pourra vraiment faire un talk dédié sur Wazoo, tant que c'est intéressant et complet comme outil. Donc voilà, grosso modo, pour l'observabilité. Du coup, ce qui est pratique pour moi, c'est surtout la plus-value ici, c'est que Nomad, déjà d'entrée de jeu, nativement, il vient, moyennant une petite configuration, assez simple au final, avec des métriques exploitables. Ça, c'est très, très important, je vais mettre l'accent là-dessus. Donc, même dans la version open source, hein, voilà, dès la version open source, vous avez quand même voilà, une solution du coup de métriques quasi intégrée, moyennant déploiement d'un Prometheus avec Thanos, bien sûr. Du coup, comment on déploie notre cluster? Alors, donc on l'a vu au début, on utilise beaucoup Packer. Packer, qui est la première étape. Après, on va utiliser en tant que provisionneur, donc Ansible. Et en fait, en vrai, on a tout un ensemble de rôles Ansible qui vont venir tout simplement configurer nos AMI, donc les instances d'images AWS. Et sachez que d'ailleurs, on utilise, pareil, pour une meilleure compliance PCI DSS, nous utilisons les images de CIS, donc qui sont déjà hardenées. En fait, c'est des Amazon Linux 2,
hardené PCI DSS compliant, en gros. Et derrière, on va aussi appliquer nos propres rôles de renforcement de la sécurité, avec nos propres règles aussi, tout simplement, d'exploitabilité. On va donc là, je vous l'ai expliqué vraiment aussi au début, on va générer tous les secrets, notamment dans notre Secret Manager. Et après, on a bien sûr Terraform, qu'on utilise énormément, où là, il va venir déployer donc tous les instances via des AEG notamment aussi, et utiliser les AMI qu'on a buildés avant, et le tout dans plusieurs effectivement pipelines GitLab CI/CD, où là, on fonctionne plutôt d'une manière GitOps, pour tout simplement gérer ça de manière totalement automatisée. Et ça nous permet, parce que nous sommes une petite équipe, hein, du coup, je suis à la tête d'une petite équipe DevOps chez ce client, et ça nous permet du coup de gérer au final énormément de choses et d'être plutôt efficient, on va dire, par rapport à la taille de l'équipe et en tout cas tous les prérogatives, tout le périmètre que nous avons à gérer. Pareil pour les jobs nomades maintenant, concernant le déploiement, on a des pipelines du coup totalement automatisés qui respectent justement une orga et notamment on a notre propre GitOps, nos propres règles, notre propre Gitflow plutôt, pardon, là-dessus. Alors, actuellement, nous utilisons un wrapper maison qui a été écrit en Python pour pouvoir, au travers d'un proxy Nginx, déployer les nœuds sur nos clusters nomades. Cette solution-là a marché pendant des années. Maintenant, on est actuellement, au moment où je vous parle, en train de justement de migrer cela aussi vers une nouvelle solution. Et pour cela, nous avons en premier lieu, bien sûr, pensé à Terraform, puisque Terraform dispose d'un provider justement nomade. Cette solution-là a l'avantage du coup d'être, pour le coup, éprouvée, parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps avant Terraform existe, et qu'il y a aussi le provider nomade. C'est assez pratique pour nous. Après, on s'est rendu compte que pas forcément pour tout le monde. En tout cas, nous, au sein de l'équipe DevOps, OK, on est au fait avec ça. Mais que ça a des inconvénients pour ceux, notamment, qui ne maîtrisent pas Terraform. Et pour les développeurs, l'intégration, on va dire, le changement par rapport à la situation actuelle, il y avait quand même comment dire, de changements et c'était pas forcément pour les amener de l'une des meilleures façons. Mais je vais en parler un petit peu après sur la suite. Entre-temps, il y a eu Nomad Pack et au final, donc on a 2 POC en parallèle, un avec les Terraform du coup, et des providers Nomad, et avec Nomad Pack. Je vais revenir après justement sur le fameux Nomad Pack. Mais je veux faire un point avant sur le process, en tout cas, ce qui nous a amené pour la migration de nos versions open source vers les versions entreprise, du coup. Alors déjà, pourquoi migrer vers la version entreprise? Vous allez me dire, OK, on a des versions communautaires. HashiCorp sont très forts aussi au sein de la communauté pour proposer des solutions vraiment efficaces et assez plaisantes, notamment à utiliser. On a une communauté très forte derrière aussi. Donc pourquoi partir vers la version entreprise? Alors, il y a plusieurs besoins à ça que nous avons identifiés au sein de notre organisation, qui est déjà, alors il n'y a pas forcément d'ordre de priorité ici, mais il y avait déjà donc problématique de gouvernance et politique de gestion. Je m'explique. Bien sûr, on a des règles de fonctionnement, d'accord, mais on n'avait aucune garantie qui soit, comment dire, renforcée, qui soit vraiment appliquée au sein du cluster. Voilà. Déjà, on a détecté un peu un problème, parce que des fois, il y a des deltas entre les process et ce qu'on applique réellement. Ensuite, le problématique de la sécurité. Au final, on s'est aperçu qu'on était trop en mode pompier et qu'il nous fallait vraiment, là je fais référence aussi notamment à une presse de ce matin qui était donc de la première d'ailleurs, c'était Guillaume qui en parlait, donc de la sécurité en amont, donc dès les premières phases plutôt, d'implémenter plutôt de la sécurité dès le plus tôt possible. Après, il y avait la partie observabilité. OK, on a mis en place effectivement toute la stack d'observabilité, mais il nous manquait ce petit quelque chose qui nous permettait vraiment de tracer vraiment toutes nos requêtes, nos communications réseau, d'avoir vraiment une vraie vision sur nos applications, tous nos microservices et communications en l'entrée et l'interne du cluster, mais vraiment de manière plus fine. Voilà, des besoins étaient établis comme ça. Et bien sûr, une segmentation accrue des ressources, puisque nous faisons de l'hébergement donc du multi-tenant. Donc les règles de base alors, sont déjà assez suffisantes, mais vu que nous visons vraiment ça peut paraître, bon là, je ne voulais pas paraître présomptueux, mais on va dire l'excellence et en tout cas viser le plus de sécurité possible, on voudrait une vraie segmentation le plus accrue le plus possible. Et après, on avait un gros manquement, c'est sur la gestion de la mise à l'échelle tout simplement de nos applications, mais de manière automatisée. D'accord? Nomad, par exemple, pour Nomad, il y a, comme sur Kubernetes, un autoscaler, d'ailleurs, qui marche très très bien. Hein. Mais voilà, il faut, voilà, ça s'implémente quand même, ça se bat comme ça non plus en trois coups de cuir à peau.
Et on a bien sûr la QS à appliquer pour être vraiment raccord et suivre au plus près nos SLA auprès desquels on s'engage auprès de nos clients. Et bien sûr, le petit plus, la plus-value pour moi, c'était le support apporté par HashiCorp, parce que jusqu'à présent, déjà, c'est un communauté, on avait de très bons rapports sur avec HashiCorp, donc on s'est dit, bah, autant avoir aussi du support sur des infras les plus sensibles, surtout, parce qu'on a plusieurs types de clusters. Donc c'était aussi important pour nous. Alors après cela, on a identifié plusieurs choses, plusieurs fonctionnalités des versions entreprises qui ne sont pas disponibles dans la version open source. On a découpé ça brièvement, alors là, ultra résumé. Je suis désolé, hein, mais sinon ça n'aura pas tenu en une slide et j'aurais pas pu tenir en une demi-heure mon talk ici présent. Je vous ai résumé ça, mais alors vraiment très, très grosse maille. Globalement, on avait 3 piliers qui sont très importants pour nous. Il y avait la gouvernance, donc qui est la politique à appliquer sur nos clusters. Donc pour ça, on a trouvé Sentinel, qui est disponible donc seulement dans la version entreprise, qui nous permet de faire plein de choses, notamment d'appliquer nos fameux quotas de ressources. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans tous nos manifestes nomades, on demandait tout simplement des ressources, mais on n'était pas limité. Ce qui veut dire que une application pouvait utiliser toutes les ressources du nœud. Ça pouvait être embêtant. Donc on peut maintenant appliquer de la QS grâce à ça, et on a aussi les namespaces. Alors je sais qu'entre-temps, finalement, ils sont partis aussi disponibles dans la version communautaire, mais c'est que nous, on partait d'anciennes versions qui n'avaient pas tout simplement un namespace dans la version communautaire. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir une gestion, une approche par namespace. Ça, du coup, ça implique de réorganiser un peu la façon dont on a de déployer, d'organiser nos ressources, mais pour nous, c'est une gestion un peu plus fine aussi, améliorative par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Justement, en parlant de la gestion des ressources, bah, c'est surtout l'autoscaling. On a deux composants essentiels de l'autoscaling sur Nomad. C'est le node autoscaler et le DAS, donc le Job Dynamic Autoscaler, qui permet d'avoir une élasticité au niveau du cluster, donc au niveau de vos nœuds, donc pour avoir plus ou moins de ressources en fonction de la charge, on soit là de plein d'objectifs, et par rapport au job aussi, donc pour mieux répartir aussi l'utilisation de votre application et la disponibilité au sein de votre cluster. Alors j'ai mis Service Mesh, bien que ce soit une solution bien sûr qui est disponible dans la version communautaire, sauf que en plus, nous on a profité on a fait un gap un peu de version lors des opérations de migration. Et bien sûr, on est passé des modèles par défaut avant à, en tout cas pour la gestion du réseau, à Consul, Service Mesh, donc Connect avant et voilà. Et qui nous a permis maintenant de gérer, de remplacer nos gestions du réseau par de l'Ingress Gateway, du trafic. Donc on va améliorer notre gestion du trafic, les intentions notamment. Et notamment aussi par rapport au réseau, les segments consul et les partitions aussi, qui nous permettent vraiment d'avoir une isolation, une segmentation beaucoup plus avancée que ce que nous avions jusqu'à présent. Et pour finir, l'observabilité, au fait, ça va un peu aussi avec le service mesh, ça nous apporte grâce à ça aussi, mais il y a une fonctionnalité surtout d'audit logging. Donc tout ce qui est audit sur les API Consul, on peut vraiment auditer tout ce qui se passe. Et pour nous, plus nous avons de grains à moudre, plus nous pouvons vraiment auditer et amener de la visibilité sur ce qui se passe, sur nos applications, sur nos infrastructures. On prend. Et après, bien sûr, c'est magasiné dans notamment en CloudWatch, mais on avait aussi des clusters Elasticsearch pour faire des recherches et agrémenter, agréger tout ça. Et surtout, voilà, de pouvoir faire de la l'APN de traçage, parce que grâce à Consul, on peut aller via comme un peu les outils qu'on a vu de l'APM, par exemple sur Kibana ou sur Jaeger ou quoi, ou d'autres avec même Grafana pour sa propre solution aussi avec Tempo. Mais voilà, on a une meilleure intégration sur comment on observe justement ce qui se passe dans le serveur, communication réseau, etc. Tout ça, n'a pas pu se faire sans une affaire de procédure, tout simplement. En fait, toute une affaire, de toute façon, de procédure, mais globalement, on a pu, au final, passer des versions open source vers la version entreprise de manière assez fluide et sans trop de risques au final. Parce que déjà, on avait pu le faire le test bon nombre de fois. On a eu des magnifiques bacs à sable, voilà. On a pu faire l'exercice répéter et répéter moult fois. Et surtout, on a eu vraiment une grosse aide et une assistance de la part d'Ashicorn. Donc encore merci, hein, d'ailleurs, je crois qu'on détron aussi ceux qui nous ont aidés. Mais franchement, c'était super parce que du coup, on sentait vraiment, bah, voilà, on se sentait vraiment épaulé. Et il y avait vraiment cette envie, voilà, de travailler ensemble et tout qui a porté ses fruits. Donc encore merci du coup à tout le support, à tous les gens chez HashiCorp qui nous ont accompagnés là-dessus et qui ont pu nous permettre la mise en place tout simplement de ces clusters.
Et du coup, tout ça dans un cercle vertueux justement d'amélioration continue parce qu'on le fait pas que sur nos instances ou nos clusters, on le fait aussi sur nous-mêmes. Donc on a revu nos process, on a revu notre façon de fonctionner, on a dû se remettre en question sur notre façon de déployer, nos relations avec les développeurs, comment on intègre tel ou tel process, et cetera. Donc par-delà, ça nous a permis au final de tout remettre à plat et de tout revoir. Je trouve que c'est un beau moyen aussi d'aller se poser les bonnes questions, tout ça pour tout simplement être plus efficace, le faire le moins coûteux possible et ne pas négliger la performance et surtout après, c'est la qualité justement de l'hébergement, des clients contents, et cetera. Donc en gros, c'était, vraiment crucial pour nous d'engager vraiment toutes ces démarches-là et on aurait effectivement, ça aurait été une moins bonne réussite sans, le l'aide, en tout cas le support, d'HashiCorp. Les gros bénéfices, du coup, qu'on a pu constater assez rapidement, donc déjà au niveau de Consul, donc des versions Enterprise par rapport aux versions communautaires, c'est vraiment on a vraiment une gestion plus fine, globalement des ressources, hein. Alors c'est vrai aussi pour Nomad, hein. Globalement, on peut vraiment dire: «OK, tel groupe utilisateur et tel token et cetera, tu as droit à cette telle ressource» et cetera. C'est vraiment, on a une vision, du coup, maintenant plus claire et plus maîtrisée de ce qui se passe vraiment sur le cluster. On améliore la sécurité, donc les segmentations, les signes de partition, et cetera, de Consul et on améliore l'observabilité, notamment grâce au service mesh, mais pas que. Nomad, en tout cas, via les améliorations au sein de la haute dispo et pour l'auto-scaling vertical, horizontal aussi également. On applique comme ça nos règles de gouvernance au niveau du cluster, on peut les renforcer, on peut alerter aussi sur ce qui se passe. Si demain, voilà, un développeur ou autre, ou même nous-mêmes, poussons un rôle, un manifeste qui ne contient pas, par exemple, les tags qui vont bien, et cetera, bah là, on peut lever une alerte, on peut tout simplement refuser. C'est des questions aussi qu'on est en train de mettre en place, qui sont constantes aussi, amélioration et changement. Il y a rien qui est gravé dans le marbre en soi, mais justement, ça nous apporte cette flexibilité aussi, de pouvoir changer les choses assez facilement au final. Et en termes de production, on a vraiment accéléré nos cycles de déploiement, parce que c'est très important pour nous, parce on est une petite équipe, et au final, on arrive à produire énormément, et du coup, pour se sortir un peu de cette phase où, au fait, on est trop souvent la tête dans le guidon, ça nous libère du temps, et du temps qu'on réinvestit dans l'amélioration de la plateforme. Donc, c'est vraiment gagnant pour nous. Euh, on améliore aussi la disponibilité par exemple, des applications, pas que avant c'était catastrophique, mais en somme, ça nous a permis en tout cas d'avoir, grâce à la gestion plus fine des ressources, etc., de la haute dispo améliorée, de pouvoir faire aussi des règles, notamment de mise à jour du cluster et des applications en elles-mêmes sans coupure de service, où avant, pour certaines, c'était moins possible. Et surtout, quelque chose qui est très important, qui nous prend énormément de temps dans les phases de recertification, c'est l'automatisation, de réussir à industrialiser tout simplement la production de preuves et tout simplement l'audit global de nos plateformes et de nos applications pour la recertification PIA DSS qui est le gros objectif chaque année en gros, mais pas que, c'est pas le principal, mais voilà, très important pour nous. J'ai le temps de faire un petit bonus avant de conclure, et je vous ai dit que je vous reparlerai de Nomad Pack. Nomad Pack, en gros, pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'essayer, je vous encourage vivement à regarder de plus près parce que, quand je l'ai résumé ici, au final, on a enfin notre Helm sur Nomad. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, je vous dis depuis le début, c'était le gros manquement quand j'ai découvert Nomad à l'époque, c'était de dire, ok, il manque un peu quand même d'outils pour arriver à déployer les applications et pour les intégrations dans les chaînes CI/CD et pour un truc plus simple à utiliser qui aiderait en tout cas à apporter plus d'utilisateurs sur la plateforme. Grâce à Pack, il va gérer vos déploiements. En fait, il va gérer les templates de Manifest Nomad, d'accord? Avec le Go template, hein, comme tous les produits HashiCorp. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, vous n'êtes pas perdu si vous utilisez déjà Vault, Terraform ou autre, vous ne serez pas perdu sur la gestion de templates. Ça va impacter justement tous vos manifestes et les variables, etc., sous forme de paquets qui seront disponibles par défaut. Donc, il y aura les officiels, entre guillemets, les communautaires dans des registres publics. Donc, maintenus par la communauté HashiCorp. Mais vous pourrez aussi, à la manière d'un chart museum, par exemple, ou d'un T-Factory, de gérer votre propre registre privé. Et ça, c'est intégré nativement. Alors, pour l'instant, c'est en tech preview, Nomad Pack, d'accord? Par contre, je vous le dis, c'est clairement utilisable. C'est pour ça qu'on le POC actuellement et qu'on pense très sérieusement, même, on envisage en tout cas la migration de nos wrappers maison en avion Python pour migrer sur Nomad Pack. Et puis à terme, si je dis pas de bêtises, HashiCorp me corrigera, ça doit être intégré dans le binaire Nomad. C'est-à-dire que ça sera partie prenante. Encore une fois, la force de Nomad, c'est que
vous n'avez pas toute une suite de logiciels à installer et à maintenir, vous avez surtout un binaire et vous avez toutes les fonctionnalités requises de gestion et d'administration incluses. Donc ça, c'est plutôt pour moi la grosse plus-value, une des plus grosses mises à jour, qu'on a inventées ici. Parce qu'effectivement, j'ai entendu parler de Levant juste avant aussi. Alors chapeau du coup pour ceux qui utilisent Levant, parce que nous on l'avait essayé, puis on ne l'avait pas identifié comme une solution en tout cas viable sur le long terme pour nous en tout cas. Mais voilà, du coup on est plus on est plus enjoué en tout cas sur Nomad Pack. Et donc pour conclure, en somme, pourquoi utiliser les versions entreprise? Il y a eu déjà l'attrait que ça nous aidait à être conforme avec le standard PCI et DSS. Alors, bien que HashiCorp ne soit pas certifié, par exemple, c'est le cas pour Amazon, pour les services managés, etc. Le fait est ils ont quand même pas mal de certifications, notamment ISO, et les outils d'utiliser des outils HashiCorp, ça nous aide aussi tout simplement à atteindre ces objectifs. Et pour l'auditeur, c'est un gage quand même aussi de sérieux et de maîtrise de ce qu'on fait. Donc ça nous aide clairement. Et ça nous aide par les fonctionnalités. On l'a vu par exemple avec Sentinel pour Nomad. On a vu du coup avec les standards de gestion, de séparation aussi, de segmentation des ressources, consul, etc. Il y a une réelle plus-value sur la gestion des ressources. Là où dans les versions open source, on pouvait au final que demander des limites et les limites sont évaluées par le scheduler Nomad pour déployer un job sur tel ou tel nœud, mais au final on ne pouvait pas les limiter à définir des limites strictes. Là, on va pouvoir ajouter ça, notamment, mais pas que. Et bien sûr, on améliore la sécurité via une meilleure segmentation. Donc pour nous, en tout cas, ça a été un grand succès, cette opération. Et on est très content du coup d'être passé sur les versions Enterprise, qui pour nous tout simplement un gage de sérénité par rapport à nos recertifications chaque année, et par rapport à nos clients aussi, pour lui fournir toujours au final plus tout simplement de qualité. Et derrière, on a aussi le support HashiCorp qui nous soutient et qui nous aide justement à implémenter tout ça.